Monsieur, bonsoir. C'était un énorme défi et le Cameroun a choisi de l'inscrire dans l'ordre de l'urgence. C'était également une forte interpellation. Trouver au plus vite la réponse humanitaire qui corresponde aux besoins réels des dégâts causés par la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La communauté nationale et internationale le sait depuis le 20 juin 2018. Le président de la République a instruit la mise en place d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces populations. Le président de la République a donc instruit la mise en place d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces populations victimes d'exactions terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et dans la foulée, le Premier ministre chef du gouvernement de la République indiquait que près de 13 milliards de francs CFA seront nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'urgence. Depuis lors, l'élan de solidarité nationale s'est exprimé dans les 10 régions du pays. Cet élan de solidarité n'a d'égal que le sentiment d'appartenance à une seule et même nation. 17 jours après la sortie de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement de la République, 17 jours après l'annonce de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, le temps était sans doute venu d'apporter d'autres explications à la mise en œuvre de ce projet gouvernemental. Et ce soir, 2 membres du gouvernement de la République sont face à la presse nationale et internationale. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président du comité ad hoc chargé de la coordination de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir et félicitations. Merci, Monsieur le ministre. Et le maître de séance, Issa Thiro Mabakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République. Bonsoir, Monsieur le ministre. You are welcome, madame. Monsieur le ministre, vous l'aurez sans doute remarqué, Monsieur le ministre de la Communication, il nous tarde à mes confrères et moi-même réunis ici ce soir de découvrir ce que vous avez à nous dévoiler ce soir. Je vous remercie infiniment. Si vous m'en donnez l'opportunité, je vais m'y employer. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, as you are all aware, on June 20, 2018, the Prime Minister, Head of Government, personally launched the Emergency Humanitarian Assistance Plan decided by the Head of State, His Excellency Paul Biya, in favor of the civilian population of the Northwest and Southwest region, victim of violence and other abuses perpetrated by terrorist gangs claiming to belong to secessionist movements in these 2 regions. I have therefore invited you to this press conference to recall the objectives of this important decision and to provide details on the areas of intervention and the condition of implementation of this assistance plan. I have the honor and the pleasure to be accompanied by His Excellency, the Minister of Territorial Administration, who has been appointed by the head of state to chair an ad hoc committee tasked with coordinating the humanitarian response to the situation in the northwest and southwest of our nation. Excellency, Mr. Minister, I wish you a warm welcome to the Minister of Communication on this occasion. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, before getting into the crux of the matter, I would like to recall that action had already been taken as a part of the national solidarity and activities carried out by the territorial competent administrative authorities. With regard to national solidarity, many displaced populations have been hosted by family members settled in more stable cities such as Yaoundé, Douala, Bamenda, Boya, Limbe, or Bafoussam. Other displaced populations have also benefited from the administrative measures in terms of reception, resettlement, feeding, and distribution of essential items. In the area of education, integration initiative for students
initially based in crisis areas, continue and were escalated in the littoral, west and central region throughout the 2017-2018 school year. The Defense and Security Forces have also carried out civil-military action for the benefit of the affected population, such as the construction of drinking water points, the administration of basic health care, the supply of school equipment, and the distribution of essential items, among others. It is worth noting that the emergency humanitarian assistance plan decided by the head of state of a higher dimension and scale is a concrete translation of the government resolve to provide adequate solution to the actual needs of the people affected by the violence and other abuses perpetrated by the terrorist gangs. As a matter of fact, the strategic objective of this plan are the following: to restore a living environment conducive to the development of the communities concerned, to provide emergency humanitarian assistance to population in distress, to ensure the socio-economic reintegration of individuals and communities who are victims of violence and forced to move, to rehabilitate infrastructure destroyed as a result of such violence, and in general to promote social cohesion and living together. This emergency humanitarian assistance plan targets both displaced and refugee population with the understanding that under the humanitarian law, displaced population are those who, forced with a particular crisis situation, are obliged to abandon their usual places or residence, but to settle elsewhere within the national territory. Whereas the refugee populations are those who, faced with the same crisis situations, also quit their original places or residence to rather settle outside the national territory. The emergency humanitarian assistance plans covers numbers of areas including housing, agriculture, livestock, food, education, health, civil status, and in general terms, administrative documents. In the area of health, the destroyed, abandoned, or closed health facility will be rehabilitated. An awareness-raising campaign on hygiene and situation measures to be observed by the population will be conducted in order to reduce the risk of disease or epidemics. With regard to education, the deserted schools or those that have been burned by the terrorist bands will be rehabilitated and secured in view of a smooth start of the 2018-2019 academic year. As far as housing is concerned, a dual action will be implemented for the establishment of emergency shelters for initially displaced population and the restriction of dwelling burned and ransacked by terrorists. As to agropastoral assistance, significant support will be provided to the population, such as the provision of agricultural inputs and the restocking of herds that were looted by terrorists during their raids and other
hostages. To ensure the protection of vulnerable groups, awareness campaign against gender-based violence, early and forced marriages, early pregnancies, the enrollment of youths in arms group and their training in crime and trivialization of death and drugs consumption will be carried out. Psychosocial assistance will also be systematically provided to victims. As part of this plan, some senior officials will pay assistance and comfort visit to population who found refuge in Nigeria. The budget of implementation of the emergency humanitarian assistance plan decided by the head of state is estimated at 12,716,000,000 CFA francs. All these activities will be proceeded by field trips to the population directly concerned and community leaders to enable them to understand both the content and the merit of this assistance program and take ownership of it. The implementation of activities under the Emergency Humanitarian Assistance Plan will be carried out through a mixed team of national, international stakeholders, civil society, organization, and bilateral and multilateral partner. We should already be happy with the favorable response of the population and national social group to this initiative of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who demonstrates, if that were still necessary, how his heart goes out to his compatriots who are enduring torments and suffering because of the extremism and obscurantism of some misguided people, though marginal. The head of state is thus giving a strong indication of his determination to bring the situation back to normal, to ensure the well-being of his fellow citizens, and to promote the ideals of solidarity, peace, and social cohesion that are the cardinal values of our nation. On behalf of the government, I would also like to acknowledge the enthusiasm shown by our bilateral and multilateral partners through their multifaceted support for the effective implementation of this emergency humanitarian assistance plan in the northwest and southwest region of our nation. To you, ladies and gentlemen, distinguished journalists, I urge you to accompany this vast movement in the sense of a civic commitment and solidarity with our compatriots, whoever and wherever they may be, when it comes to protecting and upholding the fundamental value of our nation. Thank you very much. As usual, you will be free to raise any kind of question. I'm very much pleased and delighted to have the Minister, the expert in this domain. Thank you, Mr. Minister. Mesdames et Messieurs les journalistes, comme vous le savez, le 20 juin 2018, le Premier ministre chef du gouvernement a personnellement procédé au lancement du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, en faveur des populations civiles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes de violences et autres exactions perpétrées du fait des bandes terroristes se réclamant des mouvements sécessionnistes dans ces deux régions. Je vous ai donc convié à cet échange
pour rappeler les objectifs de cette importante décision et apporter des précisions sur les domaines d'intervention et les modalités de mise en œuvre de ce plan d'assistance. J'ai pour ce faire l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, qui a été désigné par le chef de l'État pour assurer la présidence du comité ad hoc chargé de la coordination de la réponse humanitaire relative à la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Excellences, Monsieur le ministre, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette occasion ici au ministère de la Communication. Mesdames et Messieurs les journalistes, avant d'aborder la question relative au plan d'assistance humanitaire d'urgence lui-même, je voudrais rappeler que plusieurs actions avaient déjà été entreprises dans le cadre de la solidarité nationale et des activités menées par les autorités administratives territorialement compétentes. S'agissant de la solidarité nationale, de nombreuses populations déplacées ont été accueillies par des membres de leurs familles installés dans les métropoles plus stables telles que Yaoundé, Douala, Bamenda, Boya et Limbe ou encore Bafoussam. D'autres populations déplacées ont également bénéficié des mesures administratives d'accueil, de recasement, d'alimentation et de distribution de produits de première nécessité. Au plan éducatif, les actions d'intégration des élèves, initialement basées dans les zones en crise, se sont poursuivies en s'intensifiant dans les régions du littoral, de l'ouest et du centre durant toute l'année scolaire 2017-2018. Les forces de défense et de sécurité ont par ailleurs mené des actions civiles militaires au bénéfice des populations affectées à travers notamment la construction des points d'eau, l'administration de soins de santé de base, la fourniture de matériel scolaire et la distribution des denrées alimentaires. Il est important de noter que le plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, d'une dimension et d'une envergure hautement plus élevée, vise à situer l'engagement des populations, des pouvoirs publics, au niveau des besoins réels ressentis par les populations affectées par les violences et autres actions perpétrées par des bandes terroristes. Il s'agit en effet, en termes d'objectifs stratégiques, de rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement des communautés concernées, d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en détresse, d'assurer la réinsertion socio-économique des personnes et des communautés victimes de violences et forcées au déplacement, de réhabiliter des infrastructures détruites du fait de ces violences et d'une manière générale de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence vise à la fois les populations déplacées et les populations réfugiées, étant entendu que, dans l'acception du droit humanitaire, les populations déplacées sont celles qui, faisant face à une situation de crise donnée, se trouvent dans l'obligation d'abandonner leur lieu d'habitation habituel, mais pour s'installer ailleurs à l'intérieur du territoire national. Alors que les populations réfugiées sont celles qui, placées dans les mêmes situations de crise, désertent également leur lieu d'habitation d'origine, mais pour s'établir à l'extérieur du territoire national. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence concerne plusieurs domaines, au nombre desquels le logement, l'agriculture,
l'élevage, l'alimentation, l'éducation, la santé, l'état civil et d'une manière générale, les documents administratifs. Au plan sanitaire, il s'agira de réhabiliter les centres de santé détruits, abandonnés ou fermés et de conduire des campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et de salubrité à observer par les populations afin de réduire les risques de maladies ou d'épidémies. En ce qui concerne l'éducation, il s'agira de réhabiliter les écoles abandonnées ou incendiées par les bandes terroristes et de sécuriser les sites de scolarisation dans la perspective d'une rentrée scolaire saine. Pour ce qui est du logement, une double action sera mise en œuvre pour l'implantation d'abris d'urgence aux populations déplacées en interne et la reconstruction des logements incendiés et saccagés par les terroristes. S'agissant de l'assistance en matière agro-pastorale, un appui significatif sera apporté aux populations en ce qui concerne la fourniture d'intrants agricoles et de reconstitution de cheptels pillés par les terroristes au cours de leur razzia et autres prises en otage. En direction des couches vulnérables et dans le souci de leur apporter la protection dont elles ont besoin, des campagnes de sensibilisation seront menées pour combattre les violences basées sur le genre, le mariage forcé, les grossesses précoces, l'enrôlement des enfants dans les bandes terroristes et leur formation à la criminalité et à la banalisation de la mort, la consommation des drogues. Une assistance psychosociale sera également apportée aux victimes de manière systématique. Il est par ailleurs prévu que des visites d'assistance et de réconfort seront effectuées auprès des populations réfugiées au Nigeria par des personnalités de haut niveau. Le coût de mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État s'élève à 12 milliards 716 millions de francs CFA. Toutes ces activités seront précédées par les descentes sur le terrain auprès de populations directement concernées et des leaders d'influence communautaire afin de leur permettre de s'approprier à la fois la consistance et le bien fondé de ces programmes d'assistance. La mise en œuvre des activités relevant du plan d'assistance humanitaire d'urgence se fera dans le cadre d'une équipe mixte constituée d'intervenants institutionnels nationaux, les organisations de la société civile et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il faut d'ores et déjà se réjouir de l'écho favorable que suscite au sein des populations et des groupes sociaux nationaux cette initiative du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui démontre, s'il en était encore besoin, à quel point les affres et les souffrances subies par ses compatriotes du fait de l'extrémisme et de l'obscurantisme de certains égarés, quoique marginaux, lui tiennent à cœur. Le chef de l'État donne par là même une indication forte de sa détermination à faire revenir la situation à la normale et veiller au bien-être de ses concitoyens et à promouvoir les idéaux de solidarité, de paix, de cohésion sociale qui sont les valeurs cardinales de notre grande nation. Au nom du gouvernement,
Je voudrais également saluer l'engouement que manifestent nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à travers leur soutien multiforme pour la mise en œuvre effective de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À présent, à vous, mesdames et messieurs les journalistes, je vous exhorte donc à accompagner ce vaste mouvement dans le sens d'un engagement citoyen et d'une manifestation de solidarité envers nos compatriotes, qui qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, dès lors qu'il s'agit de protéger et de faire triompher les valeurs fondamentales de notre très grande et chère belle nation. Je vous remercie. Voilà, Madame, je pense que nous avons été suffisamment clairs et objectifs pour ne pas susciter des questions. Mais maintenant, comme je vois ces journalistes à l'affût, prêts à cocktail de fauve à s'abattre sur nous, nous sommes prêts à vous écouter pour apporter davantage d'éclairage, mais toute la presse est invitée, toute la presse est conviée à jouer sa partition pour prendre part à cet effort national et international qui consiste à apporter soutien à nos compatriotes qui sont victimes aujourd'hui des terroristes. Je vous remercie. Je vous repasse la parole, Madame. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Permettez-moi, avant d'introduire cette deuxième partie consacrée aux questions des hommes et femmes de médias mobilisés ici ce 5 juillet 2018, permettez-moi de vous présenter le panel de ces confrères. Juste à votre droite, Monsieur le ministre, 3 confrères: Albert Njiembonde de la Cameroun Radio Television, Viviane Baoken de Africa 24 et Xavier Messé, journaliste. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. À mes côtés, Monsieur Emmanuel Kemdeme de Cameroun Tribune et Jean de Dieu ici de Royal FM. Bonsoir. Monsieur le ministre, à voir le regard des confrères et de la consoeur mobilisée ici ce soir, je parie qu'ils seront d'accord avec moi que vous nous avez tout dit, sauf ce que nous voulions entendre, Monsieur le ministre. D'où la première question que je voudrais poser au nom de tous. Quand situez-vous, par exemple, les premières descentes sur le terrain et sous quelle forme vont s'organiser ces descentes? Monsieur le ministre, en tant que président du comité ad hoc. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire merci à mon collègue et cher ami le ministre de la Communication qui a bien voulu que nous soyons ici pour éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'exécution de ce plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État. Honnêtement, je crois que je n'aurais pas grand-chose à dire parce que quand je suis le propos du ministre de la Communication, il a déroulé le tapis, il a pratiquement tout dit. Bon, bien évidemment, je pourrais apporter des précisions, mais je crois sincèrement et globalement que le ministre de la Communication a dit l'essentiel. Nous étions en réunion hier et il a été décidé, le chef de l'État veut des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que je pourrais vous dire que dès la semaine prochaine, nous allons nous déployer sur le terrain. Ça, c'est un message clair. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer nos actions sur le terrain. Et ces actions seront bien encadrées parce que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons des priorités qui ont été clairement définies, les axes d'intervention. Je crois que quand le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé le plan d'action du chef de l'État, il a défini clairement les axes prioritaires. Il a parlé des actions humanitaires, donc l'aide aux populations en détresse. Il a parlé de l'aide aux agriculteurs, il a parlé n'est-ce pas, de la réfection, la reconstruction des édifices publics et privés détruits par des terroristes. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'abord l'aide à la population en détresse, parce qu'il est question d'abord de toucher
n'est-ce pas, ces populations qui sont en détresse du fait des actes terroristes dans la région du Nord-Ouest. Alors pour ce résumé, je pense que je peux vous dire, dès la semaine prochaine, c'est des instructions présidentielles, nous serons sur le terrain et nous serons également jugés sur nos actes. Donc je pourrais aussi dire, it's clear, I think that following what the Minister of Communication said, I think that everything was said and in a very precise manner. I don't think that I will have much to say because she said everything which was in the plan of action, the humanitarian plan of action. We can just precise that as from next week we'll be on the field because the head of state has asked us to implement the plan of action with immediate effect. So I can confidently tell the press and the media that as from next week you will see our teams in the Northwest and in the Southwest regions. It is clear and I can assure you that business will start next week. Thank you. My question is directed to the Minister of Territorial Administration. As the chairperson of the ad hoc committee, you said yesterday the team will be on the field beginning from next week, and you've repeated it now. Does the situation on the field favor the effective deployment of your teams on the field? Because we hear there are still skirmishes, the blockage of routes and other things. So does the situation effectively favor the deployment of the teams on the field? Yes, thank you for your question. I think that globally the situation is under control. We have pockets of resistance that we can really minimize, which cannot really hinder the deployment of the activities on the field. I think the message should be clear. We are carrying humanitarian assistance to a population affected by atrocities created by people who don't belong to this country. I sincerely believe that, the forces of defense and security have taken appropriate measures. You know, most of the time, I can come back to you, during the celebrations of the 11th February, we had messages that no, there will be no celebrations. We held those celebrations in the Northwest and Southwest region. During the celebration of 8th of March, we had stories that there will be no celebrations. We held those celebrations on the 8th of March in the Northwest and Southwest regions. During the 20th of May, we had, the 1st of May, Labor Day, people said, no, we will not hold those celebrations. Those celebrations were held effectively in those regions. During the 20th of May, it was even marvelous. So I want to tell you that everything is under control. We have pockets of resistance, but I can tell you that the pockets of resistance cannot disturb the plan of action which is put in place. The forces of law and order have taken appropriate measures. Things are under control. So I think that this is a question which is very, very important to also respond in French, because we have these questions all the time. Bon, il voulait savoir si est-ce que le terrain est propice pour le déploiement du plan sur le terrain. Moi, je lui dis avec sincérité que la situation est sous contrôle dans les deux régions. Bien évidemment, il y a des poches de résistance qui vont disparaître, parce que, vous savez, le mal n'a jamais dominé le bien, et puis nous avons un État responsable, nous avons les forces de défense et de sécurité qui prennent des mesures appropriées. Ils neutralisent les terroristes, mais ils protègent des populations. Donc quand il y a un plan d'action comme ça, je voudrais vous dire sincèrement que tout a été pris en compte. C'est un plan d'action du chef de l'État. Il est question d'apporter des solutions concrètes aux souffrances des populations en détresse qui sont en train de souffrir parce que nous avons des compatriotes égarés et qui pensent qu'ils ne devraient pas se comporter de manière responsable. Donc, alors, qu'est-ce que nous disons? C'est un plan d'action décidé par le chef de l'État. Le ministre de la Communication, dans son propos, a été, je crois qu'il a déroulé le tapis. Je dis, je n'avais pas grand-chose à dire. Ce plan d'action, nous allons l'exécuter sur le terrain, et je peux vous dire déjà que les populations nous attendent. Vous savez, il n'y a pas longtemps, vous avez vu les photos du BIR en train de distribuer les denrées alimentaires, et nous allons renforcer les actions. Donc, je voudrais vous dire que ne vous inquiétez pas, c'est un plan d'action qui doit être exécuté, et rien ne nous empêchera de faire notre travail. Je vous remercie. Messieurs les ministres, je voudrais m'interroger, après avoir félicité cette idée originale, le plan d'assistance humanitaire, c'est peut-être un plan de générosité, d'hospitalité pour nos frères et sœurs en difficulté, mais j'ai eu l'intention de vous présenter une image, une autre image du village. 3 jeunes filles se lavent dans une rivière, et un vent soudain passe par là, ramasse leur pagne
et elles se retrouvent en situation de honte. La première veut cacher sa page, j'allais dire sa partie pectorale, la deuxième cache sa partie basse et la troisième cache son visage. Nous avons cru que celle qui cache sa partie du visage cache en même temps toutes les autres parties et elle est intelligente. Quelle est donc l'efficacité du plan d'urgence d'assistance humanitaire lorsqu'on nous informe qu'il y a encore quelques forces exogènes? Je voudrais faire allusion à ce qui est des réseaux sociaux. Yombi Tchafak Aloïse, porteur du passeport du Haut Commissariat des réfugiés et donc des forces exogènes qui sont toujours en déploiement dans cette zone comme terroristes. Comment notre plan d'urgence sera opérationnel lorsqu'on sait que certaines forces exogènes continuent à se déployer avec efficacité? Je vous remercie. Bon, je veux m'inscrire en faux. Les forces exogènes qui s'exercent avec efficacité, je n'y crois pas. Parce que les fugitifs sortent pour des actes sporadiques et disparaissent. Alors, comment peut-on être efficace à chaque seconde lorsqu'on sait qu'on finira tôt ou tard en prison? Parce que les fugitifs, c'est ça leur chemin. Ceux qui commettent des atrocités, ils savent que tôt ou tard, ils seront arrêtés. Et puis, je vous le dis, vous savez, nous travaillons pour le compte du Cameroun, mais sur la direction, la haute direction du chef de l'État. Le président Paul Biya, qui connaît ce pays mieux que quiconque, nous avait dit que nous avons vaincu le maquis, je cite, nous avons vaincu les villes mortes, je cite, ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser. Alors que vaut ces fugitifs dans ces régions par rapport à la force de frappe que représentait Boko Haram? Mais aujourd'hui, Boko Haram a été réduit à néant dans les régions. Donc c'est dire que les populations, les Camerounais, l'immense majorité des Camerounais, les citoyens de bon sens, personne ne peut accepter le désordre. Le désordre ne profite à personne. C'est ça la vérité. Alors je crois que le message est clair. Bon, vous savez, les réseaux sociaux, bon, on va dire, on va faire ceci, il faudra avoir les moyens de le faire. Mais ce que je vous dis, c'est un plan d'action qui va être exécuté sans état d'âme, parce que les populations attendent ce plan d'action. Et je crois que globalement, je dis bien globalement, je crois que je peux vous le dire, la situation est sous contrôle. Et vous allez constater que depuis un certain temps, il y a pas mal de terroristes d'hier qui ont déposé les armes et qui sont revenus dans la République. Et nous demandons aux autres qui tardent à le faire, de le faire. Parce que tôt ou tard, ils seront contraints de le faire. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. Nous avons les forces de défense qui sont assez professionnelles. Ils ont le timing, ils savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Je pense que par le passé, ils ont vaincu des situations plus complexes que celles que nous vivons aujourd'hui. Donc je vous dis sincèrement, la seule différence qu'aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Et il y a beaucoup d'affabulation, des mensonges, la désinformation. Mais je crois que nous ne devons pas être distraits par ces informations erronées. Nous faisons ce que nous devons faire comme un État, un gouvernement responsable. Le chef de l'État qui définit la politique de la nation a mis en place un plan d'action. Il a été présenté par le chef du gouvernement. Nous sommes des exécutants et nous allons le faire sans état d'âme. Et je pourrais vous dire, d'ici 1 mois, 2 mois, quand nous allons faire l'évaluation, vous allez comprendre que nous, il n'y avait pas d'écueil sur le terrain. Je vous remercie. Ma question sera posée au ministre de l'administration territoriale. Bienvenue déjà, monsieur le ministre, dans notre espace, le ministère de la Communication. Donc, vous avez dit tout à l'heure que tout est sous contrôle du côté de ces régions pour la mise en œuvre effective et sereine de ce plan d'assistance humanitaire. Nous sommes rassurés. Mais je voudrais me rassurer que vraiment tout est en ordre sur tous les plans.
Les sénateurs SDF ont lu le 2 juillet au Sénat. Ils ont dit beaucoup de choses. Je retiens d'abord qu'ils ont dit que ce plan sera voué à l'échec, mais je ne voudrais pas être pessimiste parce que je connais tout l'engouement qui est en train d'être déployé pour la réussite de ce plan. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas été invités ou du moins consultés pour la mise en œuvre de ce plan. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais savoir, en espérant que ces derniers ont vraiment tort, je voudrais savoir, est-ce qu'en la mettant de côté de cette façon, le gouvernement n'est pas en train de préparer ses propres barrières dans ces régions-là? Bon, vraiment, je vous remercie. Je ne sais pas, je crois que le ministre de la Défense, il avait répondu à cette question. Le chef de l'État dit, l'œuvre de la Constitution nationale est ouverte à tout le monde. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Voilà le message. Le plan d'action est ouvert, il est assez flexible. Je crois que les partenaires au développement, ils peuvent nous apporter leur soutien. D'ailleurs, ils sont avec nous, ils vont apporter leur soutien. Bon, ceux qui n'ont pas été associés, c'était un plan secret. Déjà, il a été, n'est-ce pas, pensé, rédigé, développé par le chef de l'État. Et avant qu'il ne soit rendu public par le chef du gouvernement, je crois qu'il y a eu beaucoup de consultations. Il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu des missions qui sont rendues sur le terrain, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Les autorités administratives ont été consultées, les forces de défense consultées, les partis politiques consultés, les ONG consultés, les églises consultées. Alors, et c'est sur la base de ces consultations assez larges que le programme a été élaboré. Et donc c'est un programme qui reflète, n'est-ce pas, à peu près la situation qui est sur le terrain. Alors, ces personnes-là puissent être des potentielles barrières pour vous? De toute façon, mais les portes sont ouvertes. Le ministère de la Communication, le ministère de l'administration territoriale, si nous avons des bonnes volontés, regarde, je vous donne, les Camerounais qui participent à ce plan n'ont pas été associés. Mais quand le plan a été rendu public, alors, parce que c'est un plan convaincant, ça a suscité l'élan de solidarité au plan national et international. Alors, l'élan de solidarité, ceux qui n'ont pas été associés au moment de la rédaction peuvent toujours manifester leur intérêt en apportant leur contribution. C'est aussi une façon de se montrer disponible. Vous n'avez pas besoin de participer aux rédactions. Les Camerounais, nous avons été partout, je ne sais pas, mais les gens contribuent parce qu'ils pensent que c'est un plan raisonnable, qui mérite d'être soutenu. Je crois que le ministre de la Communication pourrait aussi dire un mot à ce sujet, mais je crois que, bon, personne n'est exclu, personne ne doit s'exclure, nos portes sont ouvertes. Bon, si vous avez quelque chose à donner, venez-en, on va évoluer ensemble. C'est ça, je dis personne n'est exclu. Donc les portes sont largement ouvertes. Ceux qui n'ont pas participé à la rédaction peuvent se mettre sur le train de cet élan de solidarité et qui nous anime tous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je crois qu'il doit être important to say something. Merci beaucoup. Je pense que le ministre a vraiment tout dit. Je suis surpris que ce discours vienne du SDF. Le SDF veut-il faire croire et comprendre aux uns et aux autres, sans eux, le déluge? Quelle est leur responsabilité quand nous avons des milliers et des milliers de nôtres qui sont en difficulté et que ce sursaut d'orgueil, de fierté nationale se mobilise? Il y a l'union sacrée qui se constitue pour aller à la rencontre de ceux de nos compatriotes qui sont en difficulté et eux prétendent et du même coup se mettent en marge et s'auto-accusent. Ils prétendent donc du fait qu'ils ne sont pas là que c'est voué à l'échec. Je crois qu'ils se sont tirés une balle dans la jambe, incontestablement. Nous sommes en train d'administrer au monde que nous sommes une nation en mesure d'être au volant de son destin. Et que c'est l'union sacrée aujourd'hui qui va au-devant de la scène pour dire au monde entier que voilà ce que cette nation est capable et en mesure de faire. Et c'est à ce sujet que vous, journalistes, vous avez un rôle irremplaçable à jouer. Notre nation est au volant de son destin. Notre nation a pris son destin en main. Il y a menace en la demeure. Avant de faire appel à l'extérieur, la nation se mobilise pour faire face. La nation se mobilise pour faire face. Donc, madame, je suis désolé que l'expertise du SDF n'a pas réussi à dire aux dirigeants de ce parti qu'il était plutôt temps de se taire, ou mieux,
d'adhérer à l'idée pour apporter sa contribution. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, les médias vous prêtent les propos selon lesquels vous avez déclaré une fois que le gouvernement camerounais ne dialoguera jamais avec les séparatistes. Par ailleurs, dans le même temps, on vous prête encore les médias ce propos selon lesquels vous êtes prêts à combattre la crise, la juguler, sans brûler, sans détruire, sans violer, mais avec ceux qui acceptent de dialoguer pour l'unité nationale. Monsieur le ministre, y a-t-il pas une contradiction? On aimerait que vous nous apportiez un éclairage. Ça, c'est un aspect. Le second, tout le monde parle de dialogue. Tout le monde parle de décentralisation. On a écouté encore le chef de l'État français parler de décentralisation ce matin dans les radios internationales. En termes clairs, messieurs les ministres, vous pouvez nous dire où en est-on avec la décentralisation? Où en est-on avec le dialogue? En termes simples et clairs. Je voudrais, avant que le ministre, je voudrais déblayer le terrain et dire ma pensée. Chaque fois que je vous ai réunis ici, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Venez avec les lois de la République et la Constitution, asseyons-nous et parlons. Ne demandez pas au gouvernement d'être hors la loi. Le gouvernement est tenu de respecter la Constitution. Quiconque accepte la Constitution comme base de dialogue, c'est-à-dire s'inscrit dans la légalité républicaine, est le bienvenu. C'est ce que j'ai toujours dit au nom du gouvernement. Les terroristes, ceux-là qui décident de prendre des armes contre leur nation, d'abord nous avons interpellé la communauté internationale en général et les Nations Unies en particulier parce que le Cameroun, dans sa configuration actuelle, est la volonté des Nations Unies, volonté des Nations Unies. Et dans leur discours, ils ont tendance à induire les gens en erreur en disant que nous étions un État indépendant et c'est en tant que tel que nous avons adhéré, ce qui est complètement faux, ce qui est une aberration. Et c'est pour cette raison que nous invitons les uns à les autres à aller consulter les archives des Nations Unies pour apporter un démenti catégorique et formel. La dernière chose que je dirais, c'est que ceux-là, ils doivent réaliser une chose. De par le monde, aucune nation ne peut soutenir la sécession. Aucune nation. Ils sont donc condamnés, nous l'avons dit, le ministre l'a toujours dit, déposer les armes, présenter les excuses à la nation, et nous allons voir ce que le chef de la nation vous dira. Mais aussi longtemps qu'ils s'entêteront. On ne peut pas s'asseoir autour d'une table pour discuter avec des gens qui veulent émiatter notre nation. Dans quel pays au monde l'avez-vous vu? Nous discutons avec les ambassadeurs, nous discutons avec les dirigeants d'autres nations. Personne n'a jamais remis en cause l'unité de notre nation. Personne n'a remis en cause l'intégrité territoriale de notre nation. Et quand on dit dialogue, depuis l'éternité, Bianafek ne fait qu'appeler qu'au dialogue. Il a déjà commis des équipes. Mais comment voulez-vous que lui, gardien des lois, gardien de la Constitution, il accepte de s'asseoir autour d'une table pour dire, ok, négocions l'éclatement de la nation? Vous serez le premier à l'accuser, n'est-ce pas? Je suis persuadé, professeur. N'est-ce pas? Donc, le Cameroun, le chef de l'État dit toujours, nous sommes ouverts, mais venez avec la Constitution. Vous voulez discuter? Vous dites que vous êtes citoyen en marge, vous dites que vous êtes frustré, marginalisé, citoyen de seconde zone, pas de problème. Venez avec vos doléances, your grievances, dans le cadre de la loi. Voilà. Mais maintenant, le ministre a beaucoup plus de talent pour nous dire exactement ce qu'il pense dans ce domaine. Pas plus que vous, monsieur le ministre. Alors, je voudrais dire sincèrement que ce débat sur le dialogue, c'est un débat important et il est aussi étrange. Parce que le ministre de la Communication a parlé du respect de la Constitution. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son discours de fin d'année, a parlé du dialogue dans un cadre institutionnel, donc dans le strict respect des règlements de la République. Et je voudrais vous dire que ce dialogue-là, il est ongoing. Il a commencé avec le premier ministre chef du gouvernement.
Je vous dis, quand les avocats et les enseignants ont commencé avec des griefs, le chef de l'État a demandé au premier chef du gouvernement de recevoir ses protagonistes, de discuter avec eux. Le premier ministre chef du gouvernement, vous connaissez la tâche d'un premier chef du gouvernement. Il s'est déplacé, il aurait pu convoquer les enseignants à Yaoundé, il aurait pu convoquer les avocats. Mais il est allé à Bamenda à la rencontre des avocats. Il est allé à Bamenda à la rencontre des enseignants. Le premier ministre chef du gouvernement a passé 19 heures de dialogue. Il a passé 2 semaines. Il y est allé avec les ministres concernés. L'enseignement supérieur, éducation de base, enseignement secondaire et les autres. Ils ont discuté. Et puis, malgré le fait que ces enseignants avaient des revendications élastiques, parce qu'on est passé de 8, on a dit à 8, bon, si vous nous donnez 2, on arrête. On est passé de 8 à 12. Quand on a accordé les 12, ils ont dit maintenant on va à 14. Après le 14, on dit on va à 18. Dans la patience et dans sa pondération légendaire, le chef de l'État a accepté. On est allé à 22. Et après, le chef de l'État a validé les griefs. Bon, vers la fin, qu'est-ce qui se passait? On dit maintenant, bon, le gouvernement a tout fait, mais il faudrait inscrire à l'ordre du jour vraiment un débat sur la Constitution ou le fédéralisme. Bien évidemment, c'est une imposture inacceptable. Voilà le problème. Voilà le problème de fond. Est-ce que nous étions là pour discuter des griefs qui concernent les enseignants et des avocats, ou nous étions là pour parler des affaires de la Constitution? C'est ça le problème de fond. Alors il faudrait que les gens disent la vérité et que les gens comprennent qu'à ce jour, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est allé au-delà de ce que réclamaient les avocats et les enseignants. Il est allé au-delà. Ils ont demandé qu'ils avaient quelques... Mais on est allé au-delà. La Cour suprême, l'intégration des anglophones, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça le problème. Donc, nous disons qu'il y a dialogue, mais dans un cadre institutionnel. Quand vous parlez de... Vraiment, on parle de dialogue inclusif. Qui est concerné par ce dialogue? Aujourd'hui, les gens ont dit au chef de l'État il y a 1 an, Monsieur le Président de la République, bon, si vous libérez les gens qui ont été interpellés, bon, il y aura l'apaisement. Alors le chef de l'État, sur les 180 personnes interpellées, il y a 120 qui ont été libérés quand le chef de l'État demandait il a ordonné l'arrêt de procédure. Et les tribunaux ont libéré environ 45. Donc sur 180 personnes interpellées, il y a eu condamnation. Et des condamnations légères. Vous savez que le parquet avait requis la peine capitale. Mais ils s'en sortent avec 10 ans, avec 15 ans. Et vous conviendrez que pour ceux qui ont pillé, qui ont violé, nous parlons d'environ 840 filles violées. Les filles âgées de 14 à 16 ans. Vous allez dans les régions du nord et sud-ouest, vous trouverez des filles de 14-16 ans enceintes. Enceintes. Et pour la plupart des filles violées. Vous avez des filles qui ont été poignardées parce qu'elles partaient à l'école pour étudier. Vous avez des édifices qui ont été vandalisés. Les forces de maintien de l'ordre qui ont été abattues froidement. Alors, mais est-ce qu'il est possible? C'est ça la vérité. Et puis le Cameroun est un état de droit. Je crois que lorsque nous étions à Bamenda, le Premier ministre a expliqué aux gens que ceux qui ont été interpellés pour les chefs de l'État a libéré bon nombre. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Ceux qui sont en train de commettre des exactions, parmi ceux qui avaient été libérés par le chef de l'État, il y a environ 45 qui ont été interpellés, arrêtés en flagrant délit d'atrocité, de meurtre, d'assassinat, de viol, de cambriolage. Alors, c'est ça le problème. Alors, le ministre de la Communication, il dit ce que nous disons tous. Le dialogue, il y a le dialogue pour ceux qui peuvent dialoguer. Mais ceux qui ont le sang sur leurs mains, discuter, ils ont à répondre de leur forfait devant la justice. Quand j'ai été nommé, le chef de l'État m'a demandé de visiter les régions. Je suis allé. J'ai dialogué avec les chefs traditionnels, les enseignants. Je leur ai même donné l'arbre de la paix. Que c'est le message du chef de l'État, c'est le dialogue et la paix. Vous êtes conviés. C'est ça le dialogue. C'est ça le dialogue. Il n'y a pas, je ne sais pas si on parle de dialogue dans la notion de table ronde et tout ça. Je crois que les gens se sont trompés. Le Premier ministre reçoit les gens quotidiennement. Les membres du gouvernement concernés par tous ces problèmes reçoivent les gens quotidiennement. Et à chaque fois,
Les problèmes sont étudiés, analysés, et les doléances fondées, lorsqu'elles sont présentées au chef de l'État, les réponses sont immédiates. Voilà pourquoi nous avons un bench à la Cour suprême, nous avons un recrutement spécial pour les anglophones à l'ENAM, ainsi de suite. Donc ça veut dire que lorsque les doléances sont fondées, lorsqu'elles sont légitimes, alors le chef d'État n'a jamais fermé la porte au dialogue. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de briller par la surenchère, les excès de toutes sortes, parce qu'on veut imposer une démarche anticonstitutionnelle à l'ensemble de toute une nation. Ce n'est pas possible. C'est ça le débat aujourd'hui. Et puis en plus, nous sommes tous inextricablement liés par les mêmes menaces. Donc nous devons tous regarder ce qui nous unit, ce qui participe à la construction de notre pays. Et le chef de l'État, le président Paul Biya, il a d'ailleurs dit, dès 1982, vous n'avez pas besoin de prendre le chemin du maquis pour vous exprimer. Alors ceux qui s'expriment dans un cadre légitime, il n'y a pas de problème. En dépit de tout ce qu'on nous traite, mon ami le ministre et moi-même, mais nous sommes ouverts au dialogue, nous discutons avec les gens. Et lorsque nous avons des doléances, vous savez qu'il y a un débat, les avocats avaient dit par exemple qu'il y avait le ministère des enseignements secondaires, il y avait le ministère de l'éducation de base et l'enseignement supérieur, et qu'il n'y avait aucun anglophone. Ils ont fait des pétitions, et vous voyez que le 2 mars, le chef de l'État a nommé le professeur Nalova au ministère des enseignements secondaires. Bon, ma modeste personne, c'est un miracle que je me retrouve là où je suis, mais... Oui, bon, alors, donc je voudrais... Non, oui, c'était pour dire qu'en fait, nous devons être responsables et raisonnables. La décentralisation, le chef de l'État a créé un ministère chargé de la décentralisation. C'est un processus. Et le chef, même dans son discours, parce que le président Paul Biya, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Dans son discours de fin d'année, il a clairement dit que, après avoir consulté plusieurs personnes, il pense que la tendance va vers la décentralisation et on va accélérer le processus de la décentralisation. Et le 2 mars, la réponse a été donnée. Un ministère a été créé et le ministre s'est déployé sur le terrain. Donc, c'est ça l'avenir du Cameroun. Les gens nous parlent du fédéralisme. Ce fédéralisme n'a pas marché. Il a échoué. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de quelque chose qui a échoué. Nos parents, moi je suis originaire de la région du Nord-Ouest. Je suis né à Bamenda. À Bamenda, les enseignants de Bamenda gagnaient quoi? Peut-être 15 000 francs le mois. Ceux de Douala gagnaient 75 000, 100 000. Voilà pourquoi quand on a fait du plébiscite, les gens ont volontairement dit oui au plébiscite. Nous allons pour l'unité avec le Cameroun francophone. C'était volontaire. Et parce qu'on n'avait pas de vie. Prenez ceux qui enseignaient. Les salaires c'était quoi? 15 000, 20 000. Alors que les gens d'ici touchaient déjà 100 000 à l'époque. Donc je crois que nous ne pouvons pas remettre en cause un processus validé par le peuple camerounais, souverain maître de son destin. De toute façon, on peut créer un parti politique. Nous avons un programme. Allez faire le débat. Si vous arrivez à convaincre les Camerounais, tant mieux, c'est ça. Mais pour l'instant, l'option nationale, décidée par le chef de l'État, qui est l'homme le plus renseigné, qui connaît le Cameroun mieux que quiconque, c'est la décentralisation. Ceux qui nous connaissent également disent, nous devons aller à la décentralisation. Le chef de l'État a mis le cap. On va juger le maçon au pied du mur, mais je crois quand même que les instructions données au ministre de la décentralisation, qui ont été répercutées par le premier ministre chef du gouvernement, voudraient tout simplement dire qu'il faut accélérer ce processus. Donc je crois, prof, je vous ai répondu, le dialogue, c'est dans un cadre institutionnel, on ne va pas accepter l'imposture. C'est ça la vérité. Merci, je vous remercie. I have a question for both ministers. Mr. Minister of Territorial Administration, I happen to come from one of those affected regions, and I know the realities differ sometimes from division to division. There are affected populations who have gone to safer towns, but there are also those who have been trapped in certain villages or bushes where gunshots continue. My question is, without unveiling your security disposition, what has been done on the ground to ensure that those in those areas in the bushes get the same assistance like those in the safer towns, and that what is sent to them is actually
what they actually need? That's the question to you. And to the Minister of Communication, I guess you must know that there is a smear campaign which is ongoing on social media, which is meant to discourage the affected populations to accept the assistance. Some, especially in the diaspora, call it a poison gift. So what have you to say to reassure these populations that this is assistance from Cameroonians which is coming from the heart and in good faith? Thank you. Yes, thank you. My response is very short. You gave the response before you started your question, that we cannot unveil our security. Yes, you said it, and I think it's all just about that. You clearly said that well, the challenges differ from you say from division to division. I would say from subdivision to subdivision. So, but I think that there was a global assessment of the situation, and the security forces went to the 31 subdivisions of the Southwest and the 34 subdivisions in the Northwest, and we have a plan of action. I told you about pockets of resistance which are clearly identified. So if I tell you that those pockets of resistance are clearly identified, you can understand that we'll take appropriate measures to carry out activities without any problems that we have. But I think that the message is clear. I said once again, we have to put in place this plan of action and nothing will disturb us. Thank you. Well, to answer your question, I would like you to be part of those who will call, inform, and let our people know that those who are based abroad, they became the puppet. They became the tool into the hand of those who would like to lay hand on our wealth. This is the purpose of them. They are completely deprived of, because they have already sold, this is what we heard, part of our wealth, oil, mineral. They are ready to sell it at a discount. Just they became the puppet, the marionette at the service of those who would like, at the helm of this nation, to put someone who will be at their own services, how to pillage, how to loot our wealth. Their speak is, don't pay any attention. This is misrepresentation. They are serving our people a deceitful message. How on earth would you like the head of state, on behalf of the nation and to inform the world as a whole, that we are ready to come together in order to go and help our brothers and sisters who became hostages, who are undergoing a very tough hardship? Then the same head of state poisoned the food, and he wants to destroy, to kill all of those who are in the bushes today. This is nonsense, just because they are completely defeated. Let them know that what they are doing today will lead them to a blind alley. They will be completely destroyed. You see, why are they compelling to using violence to get understood, heard? If they were popular, they wouldn't have to use violence to get their mode order implemented. To get it implemented, they are obliged to resort to violence, to gun. Intimidation. This is a clear indication that people dislike them. There is a split between them and the people. And fortunately for our nation, there are just a handful of people. When they say dialogue, who do they represent? That is the question. They are speaking on behalf of who? That is the question. Who they are represented? Today, you mentioned SDF. Yes, SDF, a political party, very well-known political party, who can, on behalf of their constituencies, they can speak. Because they are settled in the nation, they know our problem. Those who are settled abroad, who do they represent? They want dialogue on behalf of whom? Can they say, please, you journalists,
You are well aware of what all I am saying, all of us we are saying. Play your own role, play your own partition. Let our brothers and sisters who are undergoing very tough, very unspeakable hardship, let them know that their nation is ready to rescue them. Yeah. They have to put in place vigilante committee and people who are very much ready to provide to our defense and security forces, the administration, any trustworthy and reliable information which will enable our army and the authority to go where they are in order to save them. As the minister said, it is inappropriate here to unveil the plan, but we have very talented, very well trained, very professional military, and they are going to deliver. Our brothers and sisters who are suffering, wherever they are, within or out of borders, they will receive this aid. Thank you. Madame, Messieurs, comment sortir de cet échange sans évoquer pour s'en féliciter ce qui apparaît désormais comme le trait singulier de ce peuple camerounais, cette volonté, cette capacité à se mobiliser au chevet d'un Camerounais malade ou en difficulté. Hier, l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'était le 21 juin. 2 jours plus tard, le Sud, dans la foulée, le Centre, le littoral, l'extrême Nord, la Damawa, le Nord, demain l'Est et l'Ouest déjà annoncés. Mais une question derrière cette embellie, messieurs les ministres, à combien s'élève à peu près la cagnotte de cet élan de solidarité nationale aujourd'hui? Bon, je vous donnerai un chiffre approximatif. On est environ à pratiquement 870 millions de francs CFA. Et donc dans 70 millions already collected. Et puis je peux vous dire qu'on va atteindre le milliard dans 2 jours, un peu plus. Et c'est un rendez-vous que la presse attend certainement avec beaucoup d'intérêt. Madame, Monsieur, c'était la première page de cette page, de ce plan de communication élaboré par le comité ad hoc de coordination de ce plan d'urgence humanitaire en faveur des populations victimes d'exactions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Première page d'une série qui se voudra certainement régulière tout au long des 18 mois que doit durer l'opération. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était un énorme défi et le Cameroun a choisi de l'inscrire dans l'ordre de l'urgence. C'était également une forte interpellation. Trouver au plus vite la réponse humanitaire qui corresponde aux besoins réels des dégâts causés par la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La communauté nationale et internationale le sait depuis le 20 juin 2018. Le président de la République a instruit la mise en place d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces populations. Le président de la République a donc instruit la mise en place d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces populations victimes d'exactions terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et dans la foulée, le Premier ministre chef du gouvernement de la République indiquait que près de 13 milliards de francs CFA seront nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'urgence. Depuis lors, l'élan de solidarité nationale s'est exprimé dans les 10 régions du pays. Cet élan de solidarité n'a d'égal que le sentiment d'appartenance à une seule et même nation. 17 jours après la sortie de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement de la République, 17 jours après l'annonce de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, le temps était sans doute venu d'apporter d'autres explications à la mise en œuvre de ce projet gouvernemental. Et ce soir, 2 membres du gouvernement de la République sont face à la presse nationale et internationale. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président du comité ad hoc chargé de la coordination de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et félicitations. Merci, Monsieur le ministre. Et le maître de séance, Issa Thiro Mabakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République. Bonsoir, Monsieur le ministre. You are welcome, madam.
Monsieur le ministre, vous l'aurez sans doute remarqué, Monsieur le ministre de la Communication, il nous tarde à mes confrères et moi-même réunis ici ce soir de découvrir ce que vous avez à nous dévoiler ce soir. Je vous remercie infiniment. Si vous m'en donnez l'opportunité, je vais m'y employer. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, as you are all aware, on June 20, 2018, the Prime Minister, Head of Government, personally launched the Emergency Humanitarian Assistance Plan decided by the Head of State, His Excellency Paul Biya, in favor of the civilian population of the Northwest and Southwest region, victim of violence and other abuses perpetrated by terrorist gangs claiming to belong to secessionist movements in these two regions. I have therefore invited you to this press conference to recall the objectives of this important decision and to provide details on the areas of intervention and the condition of implementation of this assistance plan. I have the honor and the pleasure to be accompanied by His Excellency, the Minister of Territorial Administration, who has been appointed by the Head of State to chair an ad hoc committee tasked with coordinating the humanitarian response to the situation in the northwest and southwest of our nation. Excellency, Mr. Minister, I wish you a warm welcome to the Minister of Communication on this occasion. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, before getting into the crux of the matter, I would like to recall that action had already been taken as a part of the national solidarity and activities carried out by the territorial competent administrative authorities. With regard to national solidarity, many displaced populations have been hosted by family members settled in more stable cities such as Yaoundé, Douala, Bamenda, Boya, Limbe, or Bafoussam. Other displaced populations have also benefited from the administrative measures in terms of reception, resettlement, feeding, and distribution of essential items. In the area of education, integration initiative for students initially based in crisis areas continue and were escalated in the littoral, west and central region throughout the 2017-2018 school year. The Defense and Security Forces have also carried out civil-military action for the benefit of the affected population, such as the construction of drinking water points, the administration of basic health care, the supply of school equipment, and the distribution of essential items, among others. It is worth noting that the Emergency Humanitarian Assistance Plan decided by the Head of State of a higher dimension and scale is a concrete translation of the government resolve to provide adequate solution to the actual needs of the people affected by the violence and other abuses perpetrated by the terrorist gangs. As a matter of fact, the strategic objective of this plan are the following: to restore a living environment conducive to the development of the communities concerned, to provide emergency humanitarian assistance to population in distress, to ensure the socio-economic reintegration of individuals and communities who are victims of violence and forced to move, to rehabilitate infrastructure destroyed as a result of such violence, and in general to promote social cohesion and living together. This emergency humanitarian assistance plan targets both
displaced and refugee population, with the understanding that under the humanitarian law, displaced population are those who, forced with a particular crisis situation, are obliged to abandon their usual places or residence, but to settle elsewhere within the national territory. Whereas the refugee populations are those who, faced with the same crisis situations, also quit their original places or residence to rather settle outside the national territory. The emergency humanitarian assistance plans covers numbers of areas including housing, agriculture, livestock, food, education, health, civil status, and in general terms, administrative documents. In the area of health, the destroyed, abandoned, or closed health facility will be rehabilitated. An awareness-raising campaign on hygiene and situation measures to be observed by the population will be conducted in order to reduce the risk of disease or epidemics. With regard to education, the deserted schools or those that have been burned by the terrorist bands will be rehabilitated and secured in view of a smooth start of the 2018-2019 academic year. As far as housing is concerned, a dual action will be implemented for the establishment of emergency shelters for initially displaced population and the restriction of dwelling, burn, and ransack by terrorists. As to agropastoral assistance, significant support will be provided to the population, such as the provision of agricultural inputs and the restocking of herds that were looted by terrorists during their raids and other hostages. To ensure the protection of vulnerable groups, awareness campaign against gender-based violence, early and forced marriages, early pregnancies, the enrollment of youths in arms group and their training in crime and trivialization of death and drugs consumption will be carried out. Psychosocial assistance will also be systematically provided to victims. As part of this plan, some senior officials will pay assistance and comfort visit to population who found refuge in Nigeria. The budget of implementation of the emergency humanitarian assistance plan decided by the head of state is estimated at 12,716,000,000 CFA francs. All these activities will be proceeded by field trips to the population directly concerned and community leaders to enable them to understand both the content and the merits of this assistance program and take ownership of it. The implementation of activities under the emergency humanitarian assistance plan will be carried out through a mixed team of national, international stakeholders, civil society, organization, and bilateral and multilateral partner. We should already
be happy with the favorable response of the population and national social group to this initiative of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who demonstrates, if that were still necessary, how his heart goes out to his compatriots who are enduring torments and suffering because of the extremism and obscurantism of some misguided people, though marginal. The head of state is thus giving a strong indication of his determination to bring the situation back to normal, to ensure the well-being of his fellow citizens, and to promote the ideals of solidarity, peace, and social cohesion that are the cardinal values of our nation. On behalf of the government, I would also like to acknowledge the enthusiasm shown by our bilateral and multilateral partner through their multifaceted support for the effective implementation of this emergency humanitarian assistance plan in the northwest and southwest region of our nation. To you, ladies and gentlemen, distinguished journalists, I urge you to accompany this vast movement in the sense of a civic commitment and solidarity with our compatriots, whoever and wherever they may be, when it comes to protecting and upholding the fundamental value of our nation. Thank you very much. As usual, you will be free to raise any kind of question. I'm very much pleased and delighted to have the Minister, the expert in this domain. Thank you, Mr. Minister. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous le savez, le 20 juin 2018, le Premier ministre chef du gouvernement a personnellement procédé au lancement du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, en faveur des populations civiles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes de violences et autres exactions perpétrées du fait des bandes terroristes se réclamant du mouvement sécessionniste dans ces deux régions. Je vous ai donc convié à cet échange pour rappeler les objectifs de cette importante décision et apporter des précisions sur les domaines d'intervention et les modalités de mise en œuvre de ce plan d'assistance. J'ai pour ce faire l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, qui a été désigné par le chef de l'État pour assurer la présidence du comité ad hoc chargé de la coordination de la réponse humanitaire relative à la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de notre pays. Excellence, Monsieur le ministre, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette occasion ici au ministère de la Communication. Mesdames et Messieurs les journalistes, avant d'aborder la question relative au plan d'assistance humanitaire d'urgence lui-même, je voudrais rappeler que plusieurs actions avaient déjà été entreprises dans le cadre de la solidarité nationale et des activités menées par les autorités administratives territorialement compétentes. S'agissant de la solidarité nationale, de nombreuses populations déplacées ont été accueillies par des membres de leur famille installés dans les métropoles plus stables telles que Yaoundé, Douala, Bamenda, Boya et Limbe ou encore Bafoussam. D'autres populations déplacées ont également bénéficié des mesures administratives d'accueil, de recasement, d'alimentation et de distribution de produits de première nécessité. Au plan éducatif, les actions d'intégration des élèves, initialement basées dans les zones en crise, se sont poursuivies en s'intensifiant
dans les régions du littoral, de l'Ouest et du Centre durant toute l'année scolaire 2017-2018. Les forces de défense et de sécurité ont par ailleurs mené des actions civiles militaires au bénéfice des populations affectées à travers notamment la construction des points d'eau, l'administration de soins de santé de base, la fourniture de matériel scolaire et la distribution des denrées alimentaires. Il est important de noter que le plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, d'une dimension et d'une envergure hautement plus élevée, vise à situer l'engagement des populations, des pouvoirs publics, au niveau des besoins réels ressentis par les populations affectées par les violences et autres actions perpétrées par des bandes terroristes. Il s'agit en effet, en termes d'objectifs stratégiques, de rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement des communautés concernées, d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en détresse, d'assurer la réinsertion socio-économique des personnes et des communautés victimes de violences et forcées au déplacement, de réhabiliter des infrastructures détruites du fait de ces violences et d'une manière générale de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence vise à la fois les populations déplacées et les populations réfugiées, étant entendu que, dans l'acception du droit humanitaire, les populations déplacées sont celles qui, faisant face à une situation de crise donnée, se trouvent dans l'obligation d'abandonner leur lieu d'habitation habituel, mais pour s'installer ailleurs à l'intérieur du territoire national. Alors que les populations réfugiées sont celles qui, placées dans les mêmes situations de crise, désertent également leur lieu d'habitation d'origine, mais pour s'établir à l'extérieur du territoire national. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence concerne plusieurs domaines, au nombre desquels le logement, l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, l'éducation, la santé, l'état civil et d'une manière générale les documents administratifs. Au plan sanitaire, il s'agira de réhabiliter les centres de santé détruits, abandonnés ou fermés et de conduire des campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et de salubrité à observer par les populations afin de réduire les risques de maladies ou d'épidémies. En ce qui concerne l'éducation, il s'agira de réhabiliter les écoles abandonnées ou incendiées par les bandes terroristes et de sécuriser les sites de scolarisation dans la perspective d'une rentrée scolaire saine. Pour ce qui est du logement, une double action sera mise en œuvre pour l'implantation d'abris d'urgence aux populations déplacées en interne et la reconstruction des logements incendiés et saccagés par les terroristes. S'agissant de l'assistance en matière agro-pastorale, un appui significatif sera apporté aux populations en ce qui concerne la fourniture d'intrants agricoles et de reconstitution de cheptels pillés par les terroristes au cours de leur razzia et autres prises en otage. En direction des couches vulnérables et dans le souci de leur apporter la protection dont elles ont besoin, des campagnes de sensibilisation seront menées pour combattre
les violences basées sur le genre, le mariage forcé, les grossesses précoces, l'enrôlement des enfants dans les bandes terroristes et leur formation, à la criminalité et à la banalisation de la mort, la consommation des drogues. Une assistance psychosociale sera également apportée aux victimes de manière systématique. Il est par ailleurs prévu que des visites d'assistance et de réconfort seront effectuées auprès des populations réfugiées au Nigeria par des personnalités de haut niveau. Le coût de mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État s'élève à 12 milliards 716 millions de francs CFA. Toutes ces activités seront précédées par les descentes sur le terrain auprès de populations directement concernées et des leaders d'influence communautaire afin de leur permettre de s'approprier à la fois la consistance et le bien fondé de ces programmes d'assistance. La mise en œuvre des activités relevant du plan d'assistance humanitaire d'urgence se fera dans le cadre d'une équipe mixte constituée d'intervenants institutionnels nationaux, les organisations de la société civile et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il faut d'ores et déjà se réjouir de l'écho favorable que suscite au sein des populations et des groupes sociaux nationaux cette initiative du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui démontre, s'il en était encore besoin, à quel point les affres et les souffrances subies par ses compatriotes du fait de l'extrémisme et de l'obscurantisme de certains égarés, quoique marginaux, lui tiennent à cœur. Le chef de l'État donne par là même une indication forte de sa détermination à faire revenir la situation à la normale et veiller au bien-être de ses concitoyens et à promouvoir les idéaux de solidarité, de paix, de cohésion sociale qui sont les valeurs cardinales de notre grande nation. Au nom du gouvernement, je voudrais également saluer l'engouement que manifestent nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à travers leur soutien multiforme pour la mise en œuvre effective de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À présent, à vous, mesdames et messieurs les journalistes, je vous exhorte donc à accompagner ce vaste mouvement dans le sens d'un engagement citoyen et d'une manifestation de solidarité envers nos compatriotes, qui qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, dès lors qu'il s'agit de protéger et de faire triompher les valeurs fondamentales de notre très grande et chère belle nation. Je vous remercie. Voilà, Madame, je pense que nous avons été suffisamment clairs et objectifs pour ne pas susciter des questions, mais maintenant, comme je vois ces journalistes à l'affût, prêts à cocktail des fauves à s'abattre sur nous, nous sommes prêts à vous écouter pour apporter davantage d'éclairage, mais toute la presse est invitée, toute la presse est conviée à jouer sa partition pour prendre part à cet effort national et international qui consiste à apporter soutien à nos compatriotes qui sont victimes aujourd'hui des terroristes. Je vous remercie. Je vous repasse la parole, madame. Merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur le ministre de la Communication, monsieur le ministre de l'administration territoriale. Permettez-moi, avant d'introduire cette deuxième partie consacrée aux questions des hommes et femmes de médias mobilisés ici ce 5 juillet 2018, permettez-moi de vous présenter le panel de ses confrères. Juste à votre droite, monsieur le ministre, 3 confrères. Albert Njembonde de la Cameroun Radio Television,
Viviane Baoken de Africa 24 et Xavier Messé, journaliste. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. À mes côtés, monsieur Emmanuel Kemdeme de Cameroun Tribune et Jean de Dieu ici de Royal FM. Bonsoir. Monsieur le ministre, à voir le regard des confrères et de la consoeur mobilisée ici ce soir, je parie qu'ils seront d'accord avec moi que vous nous avez tout dit, sauf ce que nous voulions entendre, monsieur le ministre. D'où la première question que je voudrais poser au nom de tous. Quand situez-vous, par exemple, les premières descentes sur le terrain et sous quelle forme vont s'organiser ces descentes? Monsieur le ministre, en tant que président du comité ad hoc. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire merci à mon collègue et cher ami le ministre de la Communication qui a bien voulu que nous soyons ici pour éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'exécution de ce plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État. Honnêtement, je crois que je n'aurais pas grand-chose à dire parce que quand je suis le propos du ministre de la Communication, il a déroulé le tapis, il a pratiquement tout dit. Bon, bien évidemment, je pourrais apporter des précisions, mais je crois sincèrement et globalement que le ministre de la Communication a dit l'essentiel. Nous étions en réunion hier et il a été décidé, le chef de l'État veut des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que je pourrais vous dire que dès la semaine prochaine, nous allons nous déployer sur le terrain. Ça, c'est un message clair. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer nos actions sur le terrain. Et ces actions seront bien encadrées parce que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons des priorités qui ont été clairement définies, les axes d'intervention. Je crois que quand le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé le plan d'action du chef de l'État, il a défini clairement les axes prioritaires. Il a parlé des actions humanitaires, donc l'aide aux populations en détresse. Il a parlé de l'aide aux agriculteurs, il a parlé, n'est-ce pas, de la réfection, la reconstruction des édifices publics et privés détruits par des terroristes. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'abord l'aide à la population en détresse, parce qu'il est question d'abord de toucher, n'est-ce pas, ces populations qui sont en détresse du fait des actes terroristes dans la région du Nord-Ouest. Alors, pour ce résumé, je pense que je peux vous dire, dès la semaine prochaine, c'est des instructions présidentielles, nous serons sur le terrain et nous serons également jugés sur nos actes. Donc, je pourrais aussi dire, it's clear, I think that following what the Minister of Communication said, I think that everything was said, and in a very precise manner. I don't think that I will have much to say, because she said everything which was in the plan of action, the humanitarian plan of action. We can just precise that as from next week we'll be on the field, because the head of state has asked us to implement the plan of action with immediate effect. So I can confidently tell the press and the media that as from next week you will see our teams in the Northwest and in the Southwest regions. It is clear, and I can assure you that business will start next week. Thank you. My question is directed to the Minister of Territorial Administration. As the chairperson of the ad hoc committee, you said yesterday the team will be on the field beginning from next week, and you've repeated it now. Does the situation on the field favor the effective deployment of your teams on the field? Because we hear there are still skirmishes, blockades of routes and other things. So does the situation effectively favor the deployment of the teams on the field? Yes, thank you for your question. I think that globally the situation is under control. We have pockets of resistance that we can really minimize, which cannot really hinder the deployment of the activities on the field. I think the message should be clear. We are carrying humanitarian assistance to a population affected by atrocities created by people who don't belong to this country. I sincerely believe that, the forces of defense and security have taken appropriate measures
You know, most of the time, I can come back to you, during the celebrations of the 11th February, we had messages that no, there will be no celebrations. We held those celebrations in the Northwest and Southwest region. During the celebration of 8th of March, we had stories that there will be no celebrations. We held those celebrations on the 8th of March in the Northwest and Southwest regions. During the 20th of May, we had, the 1st of May, Labor Day, people said, no, we will not hold those celebrations. Those celebrations were held effectively in those regions. During the 20th of May, it was even marvelous. So I want to tell you that everything is under control. We have pockets of resistance, but I can tell you that the pockets of resistance cannot disturb the plan of action which is put in place. The forces of law and order have taken appropriate measures. Things are under control. So I think that this is a question which is very, very important to also respond in French, because we have these questions all the time. Bon, il voulait savoir si est-ce que le terrain est propice pour le déploiement du plan sur le terrain. Moi, je lui dis avec sincérité que la situation est sous contrôle dans les deux régions. Bien évidemment, il y a des poches de résistance qui vont disparaître, parce que, vous savez, le mal n'a jamais dominé le bien, et puis nous avons un État responsable, nous avons les forces de défense et de sécurité qui prennent des mesures appropriées. Ils neutralisent les terroristes, mais ils protègent les populations. Donc quand il y a un plan d'action comme ça, je voudrais vous dire sincèrement que tout a été pris en compte. C'est un plan d'action du chef de l'État. Il est question d'apporter des solutions concrètes aux souffrances des populations en détresse, qui sont en train de souffrir parce que nous avons des compatriotes égarés et qui pensent qu'ils ne devraient pas se comporter de manière responsable. Donc, alors, qu'est-ce que nous disons? C'est un plan d'action décidé par le chef de l'État. Le ministre de la Communication, dans son propos, a été, je crois qu'il a déroulé le tapis. Je dis, je n'avais pas grand-chose à dire. Ce plan d'action, nous allons l'exécuter sur le terrain, et je peux vous dire déjà que les populations nous attendent. Vous savez, il n'y a pas longtemps, vous avez vu les photos du BIR en train de distribuer les denrées alimentaires, et nous allons renforcer les actions. Donc, je voudrais vous dire que ne vous inquiétez pas, c'est un plan d'action qui doit être exécuté, et rien ne nous empêchera de faire notre travail. Je vous remercie. Messieurs les ministres, je voudrais m'interroger, après avoir félicité cette idée originale, le plan d'assistance humanitaire, c'est peut-être un plan de générosité et d'hospitalité pour nos frères et sœurs en difficulté, mais j'ai eu l'intention de vous présenter une image, une autre image du village. 3 jeunes filles se lavent dans une rivière, et un vent soudain passe par là, ramasse leur pain, et elles se retrouvent en situation de honte. La première veut cacher sa page, j'allais dire sa partie pectorale, la deuxième cache sa partie basse, et la troisième cache son visage. Nous avons cru que celle qui cache sa partie du visage cache en même temps toutes les autres parties, et elle est intelligente. Quelle est donc l'efficacité du plan d'urgence d'assistance humanitaire lorsqu'on nous informe qu'il y a encore quelques forces exogènes? Je voudrais faire allusion à ce qui est des réseaux sociaux. Yombi Tchafak Aloïse, porteur du passeport du Haut Commissariat des réfugiés et donc des forces exogènes qui sont toujours en déploiement dans cette zone comme terroristes. Comment notre plan d'urgence sera opérationnel lorsqu'on sait que certaines forces exogènes continuent à se déployer avec efficacité? Je vous remercie. Bon, je veux m'inscrire en faux. Les forces exogènes qui s'exercent avec efficacité, je n'y crois pas. Parce que les fugitifs sortent pour des actes sporadiques et disparaissent. Alors, comment peut-on être efficace à chaque seconde lorsqu'on sait qu'on finira tôt ou tard en prison? Parce que les fugitifs, c'est ça leur chemin. Ceux qui commettent des atrocités, ils savent que tôt ou tard, ils seront arrêtés. Et puis, je vous le dis, vous savez, nous travaillons pour le compte du Cameroun, mais sur la direction, la haute direction du chef de l'État. Le président Paul Biya, qui connaît ce pays mieux que quiconque, nous avait dit que nous avons vaincu le maquis, je cite,
nous avons vaincu les villes mortes, je cite, ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser. Alors que vaut ces fugitifs dans ces régions par rapport à la force de frappe que représentait Boko Haram? Mais aujourd'hui, Boko Haram a été réduit à néant dans les régions. Donc c'est dire que les populations, les Camerounais, l'immense majorité des Camerounais, les citoyens de bon sens, personne ne peut accepter le désordre. Le désordre ne profite à personne. C'est ça la vérité. Alors je crois que le message est clair. Bon, vous savez, les réseaux sociaux, bon, on va dire, on va faire ceci, il faudra avoir les moyens de le faire. Mais ce que je vous dis, c'est un plan d'action qui va être exécuté sans état d'âme, parce que les populations attendent ce plan d'action. Et je crois que globalement, je dis bien globalement, je crois que je peux vous le dire, la situation est sous contrôle. Et vous allez constater que depuis un certain temps, il y a pas mal de terroristes d'hier qui ont déposé les armes et qui sont revenus dans la République. Et nous demandons aux autres qui tardent à le faire, de le faire. Parce que tôt ou tard, ils seront contraints de le faire. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. Nous avons les forces de défense qui sont assez professionnelles. Ils ont le timing, ils savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Je pense que par le passé, ils ont vaincu des situations plus complexes que celles que nous vivons aujourd'hui. Donc je vous dis sincèrement, la seule différence qu'aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Et il y a beaucoup d'affabulation, des mensonges, la désinformation. Mais je crois que nous ne devons pas être distraits par ces informations erronées. Nous faisons ce que nous devons faire comme un État, un gouvernement responsable. Le chef de l'État qui définit la politique de la nation a mis en place un plan d'action. Il a été présenté par le chef du gouvernement. Nous sommes des exécutants et nous allons le faire sans état d'âme. Et je pourrais vous dire, d'ici 1 mois, 2 mois, quand nous allons faire l'évaluation, vous allez comprendre que nous, il n'y avait pas d'écueil sur le terrain. Je vous remercie. Ma question sera posée au ministre de l'administration territoriale. Bienvenue déjà, monsieur le ministre, dans notre espace, le ministère de la Communication. Donc, vous avez dit tout à l'heure que tout est sous contrôle du côté de ces régions pour la mise en œuvre effective et sereine de ce plan d'assistance humanitaire. Nous sommes rassurés. Mais je voudrais me rassurer que vraiment tout est en ordre sur tous les plans. Les sénateurs SDF ont lu le 2 juillet au Sénat. Ils ont dit beaucoup de choses. Je retiens d'abord qu'ils ont dit que ce plan sera voué à l'échec. Mais je ne voudrais pas être pessimiste parce que je connais tout l'engouement qui est en train d'être déployé pour la réussite de ce plan. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas été invités ou du moins consultés pour la mise en œuvre de ce plan. Alors, monsieur le ministre, je voudrais savoir, en espérant que ces derniers ont vraiment tort, je voudrais savoir, est-ce qu'en les mettant de côté de cette façon, le gouvernement n'est pas en train de préparer ses propres barrières dans ces régions-là? Bon, vraiment, je vous remercie. Je ne sais pas, je crois que le ministre de la Défense, il avait répondu à cette question. Le chef de l'État dit, l'œuvre de la Constitution nationale est ouverte à tout le monde. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Voilà le message. Le plan d'action est ouvert, il est assez flexible. Je crois que les partenaires au développement, ils peuvent nous apporter leur soutien. D'ailleurs, ils sont avec nous, ils vont apporter leur soutien. Bon, ceux qui n'ont pas été associés, c'était un plan secret. Déjà, il a été, n'est-ce pas, pensé, rédigé, développé par le chef de l'État. Et avant qu'il ne soit rendu public par le chef du gouvernement, je crois qu'il y a eu beaucoup de consultations. Il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu des missions qui sont rendues sur le terrain, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Les autorités administratives ont été consultées, les forces de défense consultées, les partis politiques consultés, les ONG consultées, les églises consultées. Alors, et c'est sur la base de ces consultations assez larges que le programme a été élaboré. Et donc c'est un programme qui reflète, n'est-ce pas, à peu près la situation qui est sur le terrain. Alors, ces personnes-là puissent être des potentielles barrières pour vous? De toute façon, mais
les portes sont ouvertes. Le ministère de la Communication, le ministère de l'administration territoriale, si nous avons des bonnes volontés. Regarde, je vous donne, les Camerounais qui participent à ce plan n'ont pas été associés. Mais quand le plan a été rendu public, alors, parce que c'est un plan convaincant, ça a suscité l'élan de solidarité au plan national et international. Alors, l'élan de solidarité, ceux qui n'ont pas été associés au moment de la rédaction peuvent toujours manifester leur intérêt en apportant leur contribution. C'est aussi une façon de se montrer disponible. Vous n'avez pas besoin de participer aux rédactions. Les Camerounais, nous avons été partout, je ne sais pas, mais les gens contribuent parce qu'ils pensent que c'est un plan raisonnable, qui mérite d'être soutenu. Je crois que le ministre de la Communication pourrait aussi dire un mot à ce sujet, mais je crois que, bon, personne n'est exclu, personne ne doit s'exclure, nos portes sont ouvertes. Bon, si vous avez quelque chose à donner, venez-en, on va évoluer ensemble. C'est ça, je dis personne n'est exclu. Donc les portes sont largement ouvertes. Ceux qui n'ont pas participé à la rédaction peuvent se mettre sur le train de cet élan de solidarité et qui nous anime tous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je crois qu'il doit c'est important to say something. Merci beaucoup. Je pense que le ministre a vraiment tout dit. Je suis surpris que ce discours vienne du SDF. Le SDF veut-il faire croire et comprendre aux uns et aux autres, sans eux, le déluge? Quelle est leur responsabilité quand nous avons des milliers et des milliers de nôtres qui sont en difficulté et que ce sursaut d'orgueil, de fierté nationale se mobilise? Il y a l'union sacrée qui se constitue pour aller à la rencontre de ceux de nos compatriotes qui sont en difficulté et eux prétendent et du même coup se mettent en marge et s'auto-accusent. Ils prétendent donc du fait qu'ils ne sont pas là que c'est voué à l'échec. Je crois qu'ils se sont tirés une balle dans la jambe, incontestablement. Nous sommes en train d'administrer au monde que nous sommes une nation en mesure d'être au volant de son destin. Et que c'est l'union sacrée aujourd'hui qui va au-devant de la scène pour dire au monde entier que voilà ce que cette nation est capable et en mesure de faire. Et c'est à ce sujet que vous, journalistes, vous avez un rôle irremplaçable à jouer. Notre nation est au volant de son destin. Notre nation a pris son destin en main. Il y a menace en la demeure. Avant de faire appel à l'extérieur, la nation se mobilise pour faire face. La nation se mobilise pour faire face. Donc, madame, je suis désolé que l'expertise du SDF n'a pas réussi à dire aux dirigeants de ce parti qu'il était plutôt temps de se taire ou mieux d'adhérer à l'idée pour apporter sa contribution. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, les médias vous prêtent les propos selon lesquels vous avez déclaré une fois que le gouvernement camerounais ne dialoguera jamais avec les séparatistes. Par ailleurs, dans le même temps, on vous prête encore les médias ce propos selon lesquels vous êtes prêts à combattre la crise, la juguler, sans brûler, sans détruire, sans violer, mais avec ceux qui acceptent de dialoguer pour l'unité nationale. Monsieur le ministre, y a-t-il pas une contradiction? On aimerait que vous nous apportiez un éclairage. Ça, c'est un aspect. Le second, tout le monde parle de dialogue. Tout le monde parle de décentralisation. On a écouté encore le chef de l'État français parler de décentralisation ce matin dans les radios internationales. En termes clairs, messieurs les ministres, vous pouvez nous dire où en est-on avec la décentralisation? Où en est-on avec le dialogue? En termes simples et clairs. Je voudrais, avant que le ministre, je voudrais déblayer le terrain et dire ma pensée. Chaque fois que je vous ai réunis ici, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Venez avec les lois de la République et la Constitution, asseyons-nous et parlons. Ne demandez pas au gouvernement d'être hors la loi. Le gouvernement est tenu de respecter la Constitution. Quiconque accepte la Constitution comme base de dialogue, c'est-à-dire s'inscrit dans la légalité républicaine, est le bienvenu. C'est ce que j'ai toujours dit au nom du gouvernement. Les terroristes, ceux-là qui décident de prendre des armes contre leur nation,
D'abord, nous avons interpellé la communauté internationale en général et les Nations Unies en particulier parce que le Cameroun, dans sa configuration actuelle, est la volonté des Nations Unies. Volonté des Nations Unies. Et dans leur discours, ils ont tendance à induire les gens en erreur en disant que nous étions un État indépendant et c'est en tant que tel que nous avons